Bonjour à tous, c'est Charles de Grandir Investir. Aujourd'hui, on va voir comment investir dans l'immobilier quand on est jeune. Personnellement, j'ai commencé à investir dans l'immobilier à 24 ans alors que j'étais encore en stage de fin d'études et j'ai ressenti le besoin d'investir quand j'ai vu que j'aurais du mal à mettre de l'argent de côté et que le peu d'argent que je mettais à côté en fait se ferait grignoter par l'inflation. C'est la sensation que j'avais et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans l'immobilier au début par une petite maison, puis ensuite un appartement, une autre maison, un immeuble et aujourd'hui je suis encore sur des opérations immobilières et notamment un immeuble. Alors, comment investir dans l'immobilier quand on est jeune et quel est selon moi le meilleur plan d'action à mettre en place quand on est jeune et qu'on souhaite investir dans l'immobilier? Alors tout d'abord, on va juste cadrer les choses et dire qui sont considérés comme jeunes. Alors pour moi, les jeunes, c'est plutôt la tranche 18-26 ans. Pourquoi? Parce que de toute façon, avant 18 ans, on peut pas travailler, donc on n'a pas de fiche de paye, et donc vu qu'on n'a pas de fiche de paye, on peut pas commencer à emprunter auprès de la banque. Et 26 ans, c'est un peu l'âge limite, parce que c'est vrai que nos générations ont tendance à faire des études qui sont de plus en plus longues, à prendre des années sabbatiques pour voyager, etc. Donc je considère que voilà, avant 26 ans, on est quand même considéré comme jeune. Je ferai une vidéo peut-être spéciale débutant, mais là j'ai vraiment envie de me concentrer sur les jeunes. Donc concernant ceux qui ont 18 ans, ceux qui sont vraiment motivés, ils se disent qu'ils veulent quand même, qui se disent pardon, qu'ils veulent quand même investir même avant l'âge de 18 ans, c'est tout à fait possible. Pour ça, il faudra passer par un véhicule d'investissement, une société en fait. Souvent, c'est des SCI pardon, SARL. Euh, donc c'est voilà, c'est un moyen de pouvoir en fait s'associer avec des gens qui eux sont éligibles au monde au crédit immobilier pardon, donc qui ont forcément l'âge pour le faire et qui ont des revenus récurrents. Grâce à ça, on peut prendre des parts et puis éventuellement racheter ses parts plus tard. Mais bon, ça sera pas le sujet de la vidéo, mais sachez que c'est quand même possible. Et puis voilà, comme je le disais, à 26 ans en général, maintenant on fait des études de plus en plus longues, donc on a des expériences salariales qui sont plutôt vierges, on n'a pas trop de... voilà, on a fait des études qui sont longues, on n'a pas trop été dans le monde du travail, on va dire. Donc maintenant, on va parler des principales contraintes qu'on peut avoir lorsqu'on est jeune. Et vous verrez plus tard que ces contraintes sont surtout des points forts selon moi. Donc la première contrainte, c'est le fait de ne pas avoir d'emploi ou d'être étudiant. Donc moi, 4 choses que je peux vous proposer. La première, c'est de éventuellement chercher des secteurs qui recrutent rapidement. En fait, de tout temps, toute époque, il y a toujours eu des secteurs qui ont été plus ou moins en crise, qui recherchaient énormément en fonction voilà, de ce que les gens ne veulent plus faire. Alors certes, c'est pas sexy, certes ça peut être difficile, mais il y a toujours des secteurs qui recrutent. Par exemple, en ce moment, les secteurs qui recrutent, ça va être serveur, par exemple. Bon, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais voilà, si on veut vraiment se mettre à investir quand on est jeune le plus rapidement possible, je vous suggère donc d'avoir le plus rapidement un emploi et donc de vous diriger vers des secteurs qui recrutent assez rapidement. La deuxième chose que je vous propose, c'est que quitte à choisir une voie pour emprunter facilement, essayez le plus vite possible de décrocher un CDI. Pourquoi? Parce que CDI, ça va être le Graal, ça va être ce qui est le privilégié par les banques pour vous prêter, parce que ça envoie le signal qu'on est dans un emploi où on peut être difficilement viré, on va avoir des revenus fixes. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce point-là, mais voilà, c'est le critère des banques et il faut vous aligner le plus possible avec ce que les banques veulent. Donc en l'occurrence, essayez d'avoir un CDI le plus rapidement possible. Si vous êtes étudiant et que voilà, vous avez choisi un domaine d'études qui va vous emmener vers un certain travail, bah, continuez sur la voie. J'espère quand même que vos études vont vous mener vers un travail et puis si possible des travails qui sont relativement stables. Et puis bah, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, bah, voilà, cherchez dans ces secteurs qui recrutent et essayez directement voilà, de vous focaliser sur le fait d'avoir un CDI. La troisième chose que je vous conseille, si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes encore étudiant maintenant, c'est déjà de commencer d'essayer de gagner de l'argent à côté. Donc par exemple, moi, à chaque fois que j'étais étudiant, j'ai essayé bah, d'avoir des emplois l'été. Donc par exemple, j'ai été éclusier, j'ai travaillé dans des supermarchés, j'étais à la caisse tout simplement. Ça me permet d'avoir tout simplement de l'argent de côté directement. Chose qui est très importante, vous allez voir, quand on commence à investir pour rassurer la banque, pour se rassurer soi-même. Commencez à enclencher la machine, à avoir quelques centaines, quelques milliers d'euros de côté sur un petit livret. Et, euh, et vous allez voir que le fait de ne pas avoir d'emploi et d'être encore étudiant, bah, ça peut tout de suite, on peut quand même se mettre dans des bonnes dispositions pour après attaquer très fort l'investissement immobilier. Enfin, la dernière chose que je vous propose, c'est de cligner vos comptes. Euh, Bah, on se lance dans une aventure où de toute façon il va falloir montrer patte blanche au banquier. Donc l'idée c'est de ne pas avoir de découvert, de, comme je le disais, commencer à avoir de l'argent de côté. Euh,
il faut aussi des dépenses qui sont régulières, dans le sens où même si on a les moyens, montrer qu'on a une certaine régularité dans ses dépenses, dans ses revenus. Donc toujours ne pas avoir de découvert, avoir des comptes propres, pas faire de grosses folies. Et vous allez voir que c'est très important d'enclencher ça, parce que de toute façon le banquier il peut remonter assez loin, surtout si c'est votre banque historique. Et donc montrer qu'on est déjà quelqu'un qui sait prendre soin de ses comptes, qui a de l'argent de côté, et puis se mettre en meilleure position pour avoir un CDI, et ben ça va être très très valorisé par le banquier. J'aimerais quand même ajouter une petite touche sur le fait de chercher des secteurs qui recrutent facilement. Il y a aussi la possibilité de se mettre en position d'avoir un emploi en CDI rapidement en passant des concours par exemple. Il y a des concours de la fonction publique où en ayant non seulement le bac ou bac plus 2 ou bac plus 3, ils sont assez simples et c'est en 6 mois, 1 an, c'est possible de passer ces concours et d'être directement dans la position où on est obligé d'avoir un emploi, obligé d'avoir un emploi CDI. C'est des emplois qui sont aussi voilà, qui sont pas payés forcément au SMIC. Donc ça c'est voilà, c'est des petites astuces qui permettent si on veut vraiment être dans la position où on est finançable assez rapidement dans des conditions optimales, bah, sachez qu'il y a ces possibilités là. Je pourrais développer sur le fait sur tout le pan des fonctionnaires, tous les avantages qu'on peut avoir au-delà du fait d'être CDI fonctionnaire, donc de pas pouvoir être viré entre guillemets. Il y a plein d'autres avantages qu'on peut avoir, donc je ferai une vidéo dédiée à ça. Mais en tout cas, sachez que voilà, il y a toujours une solution, il y a des secteurs qui recrutent, il y a des concours, il y a peu importe le diplôme qu'on a. Et voilà, faut toujours viser le CDI en tout cas. Et puis si on est dans des études, qu'importe le métier, ben toujours voilà, avoir en ligne de mire le CDI et puis en espérant que votre secteur d'études vous mène à un emploi qui sont quand même recherchés. Petite parenthèse quand même sur le cas particulier du salarié ou de l'entrepreneur. C'est vrai que j'ai dit bon 18-26 ans, on est étudiant, on n'a pas de travail, mais il arrive quand même qu'on soit jeune, qu'on ait 18 ans et qu'on ait commencé de travailler et qu'on ait commencé à avoir un salaire et que voilà, on soit pas passé par la case études. Et ben là, ou qu'on ait commencé d'entreprendre justement. Donc là, le seul conseil que j'ai, c'est d'essayer d'avoir le plus d'ancienneté possible pour gommer un peu le fait qu'on soit vraiment jeune et qu'on vient de commencer à travailler, même si on a réussi à avoir un CDI, d'avoir un petit peu d'ancienneté, toujours cet aspect de compte clean. Et cas spécifique pour les entrepreneurs, essayer de passer dans des structures qui sont un petit peu plus professionnelles, type SASU, type voilà, des entreprises avec lesquelles on peut se verser des salaires. Pourquoi? Parce que l'auto-entrepreneur, bah, ça envoie pas un très bon signal. Les revenus sont un peu irréguliers, on a des plafonds aussi qu'on peut pas dépasser. Donc le mieux c'est quand même d'être dans une structure professionnelle et prouver qu'on peut se verser un salaire qui est régulier sur 1 an, 2 ans. Donc voilà, le cas particulier de ces gens-là, c'est d'essayer d'avoir un petit peu d'ancienneté pour montrer que bah, ça fait pas 3 mois qu'on gagne sa vie, que c'est une activité pérenne, et puis quand bien même c'est pérenne, essayer aussi que les revenus soient stables ou au moins qu'ils montent, hein, évidemment. S'ils descendent, là c'est un peu plus compliqué, tout en restant le plus professionnel possible avec des structures qui montrent que ça va pas s'effondrer demain. Ensuite, pas d'historique bancaire solide. Donc là, mon conseil, en fait, c'est d'avoir 2 comptes. Donc un compte dans une banque physique, de préférence une banque physique type caisse régionale. Donc les caisses régionales, c'est quoi? C'est les banques de région en général, type Crédit Mutuel, Banque Populaire, etc. Idéalement même dans la ville dans laquelle on veut investir. Si c'est pas possible, gardez vos comptes dans les banques nationales comme la Société Générale ou la BNP. Donc un compte dans une banque physique et un compte dans une banque en ligne. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors le compte dans la banque physique, ça va permettre de tout de suite avoir un historique bancaire auprès d'un vrai conseiller qui pourra lui octroyer des crédits. Et donc dans ce compte-là, on va essayer de passer les charges courantes, donc payer le loyer, payer les charges, payer son électricité, payer sa nourriture. Et l'autre compte en ligne, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à son ouverture, on va essayer de verser une somme prédéfinie, par exemple 1 000 euros, et on va se servir de ce compte au maximum pour payer un peu les imprévus ou les grosses dépenses, les grosses vacances, les grosses sorties. Et ça va me permettre de masquer un peu à la banque principale les dépenses qu'on va faire et de montrer toujours de montrer des relevés de compte à sa banque principale qui sont très clean, avec pas de débordement, une certaine régularité. Donc voilà, vous allez voir, ça va être très intéressant par la suite parce que de toute façon, la banque, quand elle va vous prêter, elle va vous demander vos 3 derniers relevés de compte, même si c'est pas la banque physique en elle-même qui vous prête, qui finit par vous prêter finalement, vous allez devoir présenter quand même
des relevés de compte d'une banque, et donc je vous conseille quand même que ça soit une banque physique parce que elle est susceptible de vous financer, et donc que cette banque elle ait toujours une très très bonne image de vous, de vos dépenses, de votre régularité. Donc c'est pour ça qu'on passe sur un compte en ligne pour les dépenses un peu superflues. Et pourquoi compte en ligne, pourquoi banque en ligne? Parce qu'en général les banques en ligne c'est celles qui pratiquent les frais les plus moindres, les moins élevés. Donc c'est pour ça qu'on va choisir ça. Je vous ferai une autre vidéo où je vous expliquerai comment on exploite vraiment ce compte en ligne parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de l'alimenter, parce qu'il faut pas qu'il y ait d'aller-retour bien sûr entre la banque physique et la banque en ligne. Donc je vous ferai une vidéo dédiée voilà, pour vous montrer un peu comment on peut jongler entre ces deux comptes, ce qui permet d'avoir toujours une très très bonne image euh, et une très 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 bonne aperçu de ces comptes auprès de la banque avec qui on va investir. Ensuite, une autre contrainte qu'on peut avoir, c'est le fait de ne pas avoir d'épargne. Donc là, tout de suite, on va essayer d'enclencher le fait d'avoir 6 mois d'épargne de sécurité de côté. Donc quand je dis 6 mois d'épargne de sécurité de côté, c'est par exemple si on sait qu'on a besoin de minimum, par exemple, 1000 euros pour couvrir toutes ses charges, et ben on va essayer de mettre donc 6 fois 1000 euros, donc 6000 euros sur un compte auquel on touchera plus. Et cette somme, en fait, elle va nous rassurer et rassurer évidemment la banque. Et elle va être là que en cas de gros pépins. Donc par exemple une voiture qui casse ou voilà, des gros meubles à acheter ou voilà, des très très grosses dépenses que là on pourra pas masquer avec son compte en ligne. Et c'est plus ça, c'est plus pour nous rassurer nous et nous dire que de toute façon c'est de l'argent qui est là, qu'on touche en cas d'extrême urgence, mais idéalement on le mettra pas en apport, on le mettra pas, on l'utilisera pas, on fera pas d'aller-retour, et ça va nous rassurer quel que soit le chemin qu'on va choisir, de nous dire qu'on a cet argent là, on a de quoi vivre, hein, si on se fait virer, on a de quoi vivre pendant encore 6 mois. Et ça va être très rassurant, et c'est la sérénité quand on investit, c'est très très important. Et puis la deuxième chose, pour contrer un peu le fait de ne pas avoir d'épargne, enfin l'autre technique à mettre en place, c'est de ensuite, une fois qu'on a ces 6 mois de côté de, de sécurité de côté, pardon, c'est de faire un virement mensuel de ses revenus avec écrit épargne mensuelle, très important. Donc par exemple, on va toucher 1500 euros, bah, c'est mettre 300 euros tous les mois en automatique qui part vers un livret en mettant épargne mensuelle. Comme ça, on montre à la banque que quel que soit son revenu, quel que soit son niveau de vie, on est toujours capable, en plus d'avoir 6 mois d'épargne de sécurité de côté, d'être un épargnant. Et ça va être extrêmement valorisé par la banque, quel que soit votre revenu à nouveau. Elle va extrêmement valoriser le fait que vous êtes capable de mettre de l'argent de côté de manière mensuelle, de manière automatique. Et donc c'est très important en plus de le libeller de cette manière épargne mensuelle. Elle va le voir et tout de suite ça va être un très bon signal que vous allez envoyer. Alors ensuite j'ai mis tu n'as pas les connaissances et les méthodes. Je te vous vois, je te tutoie, on sait plus trop comment on fait. Donc tu n'as pas les connaissances et les méthodes. Alors là, bon, c'est vrai que c'est une contrainte, mais de toute façon, la seule chose que tu peux commencer à faire, c'est de commencer à te renseigner, donc lire, regarder des vidéos. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est par exemple regarder des témoignages des gens qui ont réussi, qui sont passés par là. Ça m'a beaucoup inspiré. Et surtout, petit conseil supplémentaire, c'est toujours d'essayer de ne pas trop ingurgiter de l'info, et à chaque fois qu'on apprend quelque chose, d'essayer de le mettre en pratique directement, parce qu'on tombe vite dans le piège de se dire je passe à l'action ou je fais des choses parce que j'ai lu tel livre, parce que j'ai appris telle chose, telle technique. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour retenir au mieux une information, faut le mettre en application le plus vite possible. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer d'agir en même temps qu'on apprend et de pas trop avoir d'avance dans ses connaissances, euh, pour éviter de trop s'endormir et puis d'avoir l'impression aussi d'avancer parce qu'on apprend, alors que la seule manière d'avancer c'est de faire les choses. Alors ensuite, peur d'être jugé ou peur de perdre de l'argent. Donc là, les deux solutions que je t'expose, c'est que quand tu as tes 6 mois d'avance dont on a parlé juste avant, c'est ça qui va permettre en fait de te rassurer et de te rassurer en fait sur le fait d'avoir peur de perdre de l'argent, sur cette peur-là qui va de toute façon être présente quel que soit ton niveau, quel que soit ton niveau de richesse, quel que soit ton avancement dans l'immobilier ou dans la vie. On peut avoir 1 million sur son compte et quand même avoir peur de perdre de l'argent, donc de toute façon tu pourras jamais, ça c'est un blocage mental, donc tu pourras jamais vraiment l'enlever. En revanche, si tu sais que tu as 6 mois de côté d'avance de train de vie, voilà, tu te rassures toi, tu te rassures de manière mécanique, de manière physique, j'ai même envie de dire. Et ça, c'est le seul moyen en fait de t'éviter cette peur-là.
Après j'ai pas d'autres solutions miracles, à te proposer. 6 mois, c'est déjà énorme selon le niveau de risque de chacun. Et concernant la peur d'être jugé, moi je te conseille, alors c'est assez, radical, mais de pas en parler. Donc de pas en parler à ta famille, de pas en parler à tes amis. On n'envoie pas des fusées sur Mars, hein, je dis toujours. On fait pas quelque chose d'exceptionnel, surtout qu'au début, ça va être uniquement de la prospection, tu vas juste apprendre des connaissances, tu vas peut-être éventuellement discuter avec d'autres investisseurs, avec des agents immobiliers, et cetera. Et donc, à quoi bon en parler à son entourage? Parce que la plupart du temps, son entourage va pas comprendre. Il va éventuellement projeter des peurs, il va essayer de vous challenger, et selon moi, ça sert à rien. Il vaut mieux déjà essayer voilà, d'agir un peu en silence, et de comprendre ce qu'on fait, éviter de se polluer avec les retours des uns et des autres. Comme je vous dis, on n'est pas en train de préparer un meurtre ou d'envoyer des fusées sur Mars. On fait des choses que beaucoup de gens font, que ça soit simplement pour acheter des résidences principales ou même dans l'investissement, c'est quelque chose, l'immobilier, voilà, beaucoup de gens le font. Donc ça sert à rien d'en parler sur tous les toits. Concentre-toi sur toi, agis, et puis éventuellement tu verras pour en parler une fois que les choses sont vraiment faites, une fois que tu auras acheté une première fois, une deuxième fois. Et ça va énormément t'enlever la peur d'être jugé, en fait, ça va t'ôter la peur d'être jugé. Et le dernier point que j'ai noté, c'est le manque de confiance et de légitimité auprès des interlocuteurs qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vrai que c'est une énorme contrainte quand on est jeune, c'est qu'on peut avoir un manque de légitimité parce que tout simplement, c'est même pas le fait d'être débutant, c'est vrai que en plus d'être jeune, même quand on a plein de connaissances, on est vite jugé en fait. Là, ce que je te propose aussi, c'est d'aller sur le terrain, au maximum de rencontrer des gens, de te baigner un peu dans le monde de l'investissement immobilier pour te sentir de plus en plus en fait légitime et habituer ton cerveau à traîner un peu dans ce milieu-là, à être habitué à faire les choses. Et tu verras, cette légitimité, tu vas un peu la prendre au fur et à mesure du temps. Et aussi, on verra dans les prochains chapitres comment en fait on va essayer de s'immerger encore plus en agissant pour éviter un peu d'avoir ce syndrome de l'imposteur qui est très présent quand on est jeune. Et ce que je disais en début de point, c'est que effectivement c'est des contraintes, mais qui peuvent être aussi des points forts. Pourquoi? Parce que ce qu'il vaut mieux toujours partir d'une feuille vierge entre guillemets, que partir entre guillemets avec de l'avance, mais avec avec déjà des mauvaises informations ou des mauvaises choses. Je vais donner un exemple. Euh, il vaut mieux finalement ne pas avoir d'historique bancaire parce qu'on voilà, on est jeune, on démarre dans la vie active, plutôt que d'avoir un historique bancaire qui est complètement bancal pour le coup, avec voilà, des années dans la même banque, mais finalement beaucoup de découvertes, beaucoup de problématiques avec ses conseillers bancaires, etc. Et ça va être pareil pour tous les points qu'on a évoqués. Par exemple, il y a des gens, ils vont avoir de l'épargne de côté, forcément ils seront un petit peu plus âgés. Euh, mais selon moi, c'est pas forcément une avance parce que quand on a plus d'épargne, peut-être qu'on va être moins regardant sur le prix, on va forcément moins négocier son bien, on va se dire qu'on va pouvoir mettre plus d'apport. Et donc finalement, un avantage peut se transformer en inconvénient. Et il vaut mieux pas toujours partir une feuille vierge plutôt que de partir avec déjà une avance, mais une avance qui n'en est pas si c'est pas une bonne avance. C'est pareil pour les connaissances. Et finalement, il vaut mieux avoir directement les bonnes connaissances plutôt que de partir avec des préjugés ou se dire ben, c'est bon, moi je connais. Je sais investir, j'ai déjà acheté une résidence principale, etc. Et en fait, finalement, c'est pas du tout la bonne méthode. On a du mal à se reprogrammer parce qu'on croit savoir faire les choses. Donc croyez-moi, pour tous les points qu'on vient de citer, ces contraintes-là en fait sont d'énormes points forts. Et puis je voulais quand même ajouter un point sur tes vrais points forts. Selon moi, tes vrais points forts en tant que jeune, ils vont être en fait tu vas en avoir énormément. Ils vont être par exemple le fait d'être mobile. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on commence dans la vie active et qu'on est jeune, de changer par exemple si on est pris, si on a un emploi qui est dans une autre région, de pouvoir changer facilement. Alors ce qui est assez connu par exemple, c'est les gens qui vont par exemple aller travailler en Suisse et qui vont vivre à la frontière suisse pour dépenser pas beaucoup de loyer et puis en même temps avoir les revenus, les salaires de la Suisse. Donc voilà, cette mobilité qu'on peut avoir pour un emploi quand on est jeune, le fait également de ne pas avoir de famille avec des enfants. C'est vrai que si on a des enfants qui sont scolarisés ou qu'on a déjà une femme ou un mari qui, lui, a un emploi, si par exemple on a une opportunité ou si on veut tout simplement investir dans une ville qu'on trouve bien mais qui est pas enfin, forcément là où on habite actuellement, c'est beaucoup plus difficile de devoir se dire bon je déscolarise mes enfants, il faut que ma femme ou mon conjoint me suive. Donc ça, en tant que jeune, ça va être une vraie force.
En plus d'avoir plus d'énergie, d'avoir du temps devant soi pour rattraper ses erreurs, pour apprendre, pour capitaliser. C'est vrai que par exemple, si je dis une bêtise, mais si on achète un bien par exemple, au début on a peu de connaissances et qu'on achète un bien qui est finalement plus cher que le prix du marché. Je dis une bêtise, il vaut 100 000 € au prix du marché et on l'achète 105 000 €. Et ben, finalement les 2 premières années d'amortissement, on va rembourser et que on va amortir un bien que finalement au bout de 2 ans, on va revendre le même prix, on va le revendre pardon 100 000 € et donc on aura attendu 2 ans pour finalement, le revendre le même prix, donc on aura perdu 2 ans. Et ben, cette erreur-là, elle passe beaucoup plus facilement quand on est jeune. Si on commence à 23 ans, à 24 ans, 25 ans, et ben, si on perd 2 ans, on a que 27 ans. Si on a 40 ans et qu'on commence à faire des bêtises, et à perdre 2 ans, ben on se dit: «Ah mince, 42 ans, là, voilà, c'est plus compliqué». Pareil pour capitaliser. En fait, il faut bien se dire que si on achète un bien à 100 000 € à 23 ans, par exemple, 24 ans, même, allez, prenons même 30 ans, 26 ans, puisqu'on est dans le thème vraiment des jeunes, 18-26 ans, et ben à 36 ans, par exemple, donc au bout de 10 ans, on aura la moitié du bien, si on fait un crédit sur 20 ans, bien sûr, on aura la moitié du bien qui sera remboursé. Et donc, si on achète un bien à 100 000 €, on aura déjà 50 000 € d'amorti sur un bien. Donc si on revend le bien le même prix qu'on l'a acheté, ce qui est peu probable puisqu'en général les biens prennent de la valeur au fil du temps, si on le vend le même prix, donc 100 000 € par exemple, et ben au bout de 10 ans on aura amorti 50 000 €, donc on devra plus que 50 000 € à la banque, et donc on pourra se mettre 50 000 € dans la poche. Donc bien sûr après il y a l'imposition, etc. Mais c'est pour dire qui peut se targuer en disant de pouvoir mettre de telles sommes de côté de manière aussi passive. Et surtout, voilà, quand on commence jeune, c'est de se dire, bon bah voilà, qui à 36 ans peut avoir 50 000 € de côté, quoi. C'est quand même assez rare, surtout quand ça vient pas de son dur travail, mais plutôt de ses investissements. Euh, et voilà, et puis aussi j'ai mis les prix sont toujours plus bas que demain. On est dans un pays dans lequel c'est même une société de manière générale, où il y a une impression monétaire qui est de plus en plus forte. Voilà, justement, le prix des biens a tendance à augmenter parce qu'il y a de plus en plus d'argent en circulation. Et c'est vrai que c'est très rare que les prix de l'immobilier finissent par baisser. En tout cas, s'ils baissent, c'est sur une courte période. Et même si les taux peuvent changer, effectivement, qu'il peut y avoir voilà, des périodes un peu plus de vache maigre où on est dans des marchés où on a plus facilement la main pour négocier. En général, les prix sont toujours plus bas que demain. C'est quand même rare, si vous commencez là tout de suite maintenant, quel que soit votre âge, que à la fin de votre programme d'investissement, qui soit dans 10, 15, 20 ans, même 30 ans, pour ceux qui font des crédits beaucoup plus longs, que les prix aient baissé, quoi. Au mieux, ils sont restés stables, mais vous vous en fichez parce que de toute façon, quand on fait un crédit et qu'on le fait rembourser par son locataire, on met pas de sa poche pour rembourser, donc on n'a rien perdu, en fait, on a juste une création de capital. Et puis au mieux, il a pris de la valeur, et tant mieux, on a gommé l'inflation, et la plus-value, on se la met dans la poche. Et donc, euh, et donc voilà, les prix seront toujours plus bas que demain, pensez-y bien, et vous allez voir que ça, c'est un vrai point fort. Alors ensuite, j'ai envie de te faire travailler un petit peu. Idéalement, si tu peux prendre une petite feuille sur laquelle tu vas noter ces points-là, c'est de faire un audit de tes points forts personnels. Parce qu'on a souvent tendance à oublier à quel point on peut avoir des avantages compétitifs par rapport aux gens, de manière un peu inconsciente. Euh, donc je vais développer un peu. Euh, Par exemple, tu peux, sans le savoir, avoir des personnes que tu connais qui sont, par exemple, qui gravitent autour du monde de l'investissement immobilier. Donc tu peux avoir, par exemple, un ami qui était au collège avec toi, qui a décidé de devenir électricien, ou un autre ami qui est devenu avocat, ou un autre ami qui est devenu notaire, ou un ami qui est devenu agent immobilier. Et en fait, sans le savoir, tu pars déjà avec un gros avantage. Euh, et donc ça, c'est pour les personnes que tu connais. Mais alors, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais moi, je connais personne. Bah, peut-être que toi, tu auras la chance, par exemple, d'avoir eu un héritage. Alors, la chance ou la malchance, parce qu'en général, quand on a un héritage, c'est souvent suite à quelque chose de tragique. Mais ça peut être aussi tes parents, tout simplement, qui t'ont donné beaucoup d'argent de poche régulièrement. Et donc, toi, tu pars avec un petit avantage dans la vie, puisque tu vas avoir de l'argent de côté. Ça peut être quelques milliers d'euros. Donc toi, ça t'évite de passer par toute la phase où tu veux justement ce petit trésor de guerre qui va te permettre de te rassurer en cas de coup dur. Et bah toi, tu l'auras déjà, donc tu vas gagner 6 mois, ce qui est déjà énorme. Ça peut être aussi ta situation géographique. Tu peux être né dans une région où le prix au mètre carré il est correct, une ville qui est demandée, qui est demandée, qui est sympa pour investir. Et donc toi, bah, tu vas partir avec un énorme avantage parce que tu vas connaître toutes les rues. Tu vas pouvoir connaître des gens, tu vas pouvoir connaître les secteurs
voilà, par exemple, s'il y a des universités, et cetera, puis ça va être très simple parce que forcément, quand tu vas se prospecter, bah, tu auras pas besoin d'avoir, des temps de trajet à te taper, en fait, tout simplement. Alors parmi les autres points qui peuvent être tes points forts, il y a aussi ton travail. Alors, je sais qu'il y en a qui ont par exemple, qui arrivent à avoir 2, 3, même 4 jours de télétravail par semaine. Et bah, ça, en fait, quand tu y réfléchis, c'est un énorme atout. Puisque forcément, quand tu vas commencer à prospecter et à appeler, tu vas avoir des annonces, par exemple, de biens immobiliers qui te plaisent et tu vas, appeler les agents immobiliers. Bah, si tu es en plein milieu d'un open space, c'est un peu plus compliqué de commencer à appeler, à faire des appels perso. Donc si tu es en télétravail, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus simple si tu dois faire des visites, parce que tu vas pouvoir moduler ton emploi du temps, un peu à ta guise. Donc voilà, je vais pas développer là-dessus, mais c'est vrai que voilà, il y a des gens qui ont du télétravail ou qui ont un travail, plus flexible. Donc ça va être, ça peut faire partie de tes points forts, qui vont te permettre de surfer, et d'avoir un peu d'avance sur les autres et que ça soit plus simple pour toi. Et voilà, dans les autres points, j'ai mis aussi ton vécu. Je te dis une bêtise, mais par exemple, peut-être que depuis tout jeune, tu fais du théâtre et donc forcément, toi, tu as des facilités à t'exprimer, tu as un peu moins de timidité. Donc ça va être pareil, des vrais atouts quand tu vas devoir parler à un notaire, quand tu vas devoir, aller voir un banquier. Bah, toi, tu vas avoir une aisance orale que peut-être d'autres ne vont pas avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides. Ça, c'est une réalité. Voilà, donc ce point, c'est vraiment pour te montrer que, quel que soit, d'où tu pars, quel que soit ton âge finalement, il y a toujours, quand tu te creuses un peu la tête, il y a toujours des avantages que tu peux avoir et c'est bien, je pense, d'en prendre conscience, de les noter et de se dire: «Bon, bah, voilà, moi j'ai déjà ça, je peux compter dessus, je peux surfer dessus» ou au contraire, je peux me dire: «Bon, bah, moi je sais que j'ai ça donc je vais pouvoir travailler sur des points un petit peu, d'autres points faibles». Mais c'est vraiment de prendre conscience qu'on a des points forts, et ça donne beaucoup de je trouve ça donne beaucoup de confiance en soi au début quand on veut commencer. Moi, ça m'a aidé de me dire, bah, voilà, moi j'ai des avantages que d'autres n'ont pas. Moi, par exemple, il y avait une ville, c'est la ville qui est à côté de celle où mes parents habitent, qui était très intéressante pour l'investissement immobilier. Bah, moi, ça a été un réel atout parce que je la connaissais déjà, parce que quand j'allais prospecter, bah, il suffisait que alors là, en ce moment, j'habite à Paris, mais quand j'y allais, je dormais chez mes parents. Donc voilà, c'est très important d'en prendre conscience. Ensuite, on va préparer le terrain. Donc là, on est toujours un peu dans la phase de préparation à distance, je dirais. Donc, dans préparer le terrain, là, on va commencer déjà à déterminer en fait la ville. Donc une ville de plus de 20 000 habitants et à moins d'une heure de route de chez soi en train ou en voiture. Donc pourquoi 20 000 habitants, pardon? Parce qu'en dessous, j'estime que c'est là où on commence à se mettre en risque. Donc forcément, quand on va prendre un peu de galons, de bouteilles, on va pouvoir faire des villes plus petites, hein. Il y a des gens qui investissent dans des villes, même des villages de 5 000 habitants, c'est tout à fait possible, ça peut tout à fait fonctionner. Mais là, vu qu'on débute, qu'on est jeune, on va vouloir se sécuriser en fait avec le maximum, toujours en trouvant le juste équilibre entre risque, mais en même temps rentabilité, parce que forcément, si on veut pas de risque, on investit à Paris. Euh, mais bon, là, on va tellement mettre de sa poche que de toute façon, ça représente quand même un risque. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais en tout cas, 20 000 habitants, ça me paraît être le nombre d'habitants le plus. Voilà, le sweet spot un peu du nombre d'habitants qu'il faut pas, en dessous duquel il faut pas descendre. Parce que toute l'économie ne tient pas à forcément une seule usine ou un seul secteur d'activité. En général, dans les villes de cette taille-là, il y a souvent voilà, un réseau de transport qui est en place. Ça peut être des lignes de train. Donc ça c'est le top parce que de toute façon qui dit ligne de train dit forcément bah, plus de voyageurs, plus de touristes, forcément des employés de la SNCF qui vont eux-mêmes faire des travaux sur les lignes. Euh, il peut y avoir des lignes de bus développées, donc tout ça, ça crée de l'emploi, ça crée du flux, ça encourage forcément une économie locale. Donc ça, c'est pour se sécuriser. Et puis pour l'aspect une heure de route en train ou en voiture, ça va être plutôt pour l'aspect ne pas trop se défocuser au début et puis avoir essayer de pas de se démoraliser en se disant bon bah si je dois par exemple gérer un chantier et que à chaque fois ça me prend 3 heures aller, 3 heures retour, et ben là on va vite se démoraliser parce qu'au début il faut quand même y passer souvent sur son chantier, surtout quand on n'y connaît rien, qu'on n'a pas une équipe solide. Donc là forcément on va les sentir, on va avoir plus de fatigue, on va se démoraliser, ça va être dur de tenir sur la durée.
Et pareil pour les visites, pareil pour tout en fait. 1 heure de route, c'est acceptable parce que, moi je vois par exemple, j'habite en région parisienne, pour aller travailler, bah, c'est on la plupart des gens mettent 45 minutes donc vous voyez, ça paraît pas déconnant, même les gens qui sont dans des petits villages, ils prennent vite la voiture pour faire un petit peu de chemin pour aller travailler. Donc 1 heure, c'est long, c'est vrai que si on le fait toutes les semaines, ça fait déjà 2 heures de perdu par semaine, mais c'est acceptable. Et c'est la limite maximum qu'on va se fixer pour au début commencer. Je vous rassure, c'est pas, on peut, enfin, je connais des investisseurs qui investissent dans toute la France, qui se déplacent que très rarement. Quand ils se déplacent, ils achètent directement. Mais ça, faut un autre niveau. Faut pas rêver. Je vais pas vous dire, investissez dans toute la France, vous trouvez un bien, vous y allez. Non, non, c'est franchement pas un conseil que j'ai envie de donner. Euh, mais voilà, pour vous le dire, je sais qu'il y a des gens qui le font et c'est possible. Je suis pas en train de dire c'est pas possible. C'est pas mon propos. Donc voilà. Ensuite, le deuxième, alors oui, pour déterminer cette ville, donc déjà, vous allez vous aider de l'intelligence artificielle et vous allez aller sur ChatGPT et vous allez tout simplement taper j'habite par exemple Nantes, donne-moi une liste de villes de 20 000 habitants ou plus à moins d'1 heure de route en train ou en voiture de chez moi. Et donc là, vous allez avoir votre première, on va dire votre premier écrémage de ville. Euh, et ensuite, le deuxième critère que vous allez vous fixer, c'est une ville à moins de 2 000 € du mètre carré. Alors pourquoi moins de 2 000 € du mètre carré? Parce qu'après, ça va être très difficile de trouver de la rentabilité qui va nous permettre en fait d'autofinancer notre bien. Donc autofinancer son bien, c'est quoi? C'est d'avoir des loyers qui compensent largement, enfin qui compensent, on va dire, la mensualité de crédit. Ça, c'est un peu la condition sine qua non pour continuer d'investir, à moins d'avoir des très très gros salaires et encore, parce que si on doit à chaque fois rajouter pour les charges, etc., 100, 200, 300, 400 € par mois pour payer son bien immobilier en plus du loyer qu'on verse, ben on va vite être à court en fait, et c'est ce qui va nous bloquer dans l'enchaînement de biens immobiliers. Même si voilà, c'est tout à fait possible, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui partent plus sur une plus-value. Là, moi, je vous dis, voilà, quand on débute, selon moi le meilleur plan à suivre. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites une ville de moins de 2 000 € du mètre carré. Ça va être plus facile de trouver des biens rentables, il y aura moins de concurrence. Euh, et voilà, hein, avec les autres critères que je vous ai donnés sur le nombre d'habitants, l'heure de route, ça va être vraiment, on va essayer de maximiser au mieux le fait de trouver assez facilement des biens et en même temps de pas trop se fatiguer, etc. L'autre point que je voulais partager, c'est le fait de se déterminer un budget. Alors là, pour ça, rien de plus simple. Il y a la méthode un peu sauvage, c'est-à-dire on prend son salaire, par exemple, mettons 3 000 € par mois, on le divise par 3, parce on a le droit à 33% d'endettement au début quand on commence son parcours, enfin 35 pour être exact. Donc 3 000, on le divise par 3, ça fait 1 000. 1 000 fois 12, ce sont donc 12 mois, ça fait 12 000. Fois 10, ça fait 120 000. Fois 20, ça fait 240 000. Donc on sait que si on gagne 3 000 € par mois, en gros, on peut acheter un bien à 240 000 €. Bon, ça c'est la méthode vraiment grosse louche. En réalité, si vous voulez être un petit peu plus précis sur le budget que vous avez, même si au début, je vous conseille de pas trop enfin d'avoir une fourchette mais plutôt large. Si vous voulez un truc un petit peu plus précis, bah, vous allez sur une calculatrice de prêt immobilier, d'emprunt immobilier. Euh, et donc là, en fait, vous allez juste moduler hein, le curseur du prix d'achat, donc par exemple 200 000 €, et vous allez voir au taux actuel ce que ça vous donne en mensualité. Et donc, par rapport à votre salaire, vous essayez de faire matcher les mensualités euh, au prix que vous pouvez mettre chaque mois pour remboursement d'emprunt. Voilà. Et enfin, bah, le dernier point à faire, c'est la mise en place d'alertes, tout simplement sur les biens immobiliers qui correspondent aux critères que vous êtes fixés juste au-dessus. Donc sur des sites immobiliers type Le Bon Coin, etc. Donc pareil, il y a tout un tas de choses à faire pour que les critères soient encore plus précis, de sites, de manières euh, de prospecter à distance qui sont plus faciles. Donc là, je vous donne un peu la vue d'ensemble sur ce que vous devez faire. Donc voilà, une fois que vous avez déterminé votre budget, vous avez vos villes, vous savez voilà à peu près votre budget, hop, vous mettez en place votre alerte et là vous allez être prêt à pouvoir attaquer. Et justement, avant d'attaquer, il y a quand même un point que j'aimerais souligner, c'est qu'on va me dire oui d'accord, maintenant j'ai mon budget, j'ai ma ville, je sais où je veux investir exactement, mais je sais pas par quoi commencer parce que en fait c'est vrai que par exemple si j'ai un budget de 150 000 €, je reprends l'exemple de Nantes par exemple,
il peut y avoir, je peux carrément acheter plusieurs box, enfin je peux acheter des caves, je peux acheter des parkings, je peux acheter une petite maison, je peux acheter des appartements, je peux peut-être même acheter des immeubles, hein, je sais pas, je connais pas la ville. La petite question que vous allez devoir vous poser, c'est qu'est-ce que j'achète? Moi j'ai envie de vous répondre, peut-être pour l'instant vous focalisez pas là-dessus, peut-être regardez ce qu'il y a. Mais je vais quand même vous faire une petite vue d'ensemble sur ce qui est possible d'acheter. Donc j'ai pas mis, il y a petit appartement, parking, garage, box, cave, donc je l'ai mis un peu dans la même catégorie, c'est un peu la même chose. Soit on l'achète à l'unité et voilà, on commence avec ça. Soit on achète des lots de parking en fait, ou des lots de garage, ou des lots de box, ou des lots de cave. Enfin, j'ai jamais vu ça, mais peut-être que ça existe. Ou une petite maison en fait, qu'on peut mettre en colocation, qu'on peut louer en nu, en meublé, qu'on peut diviser aussi. Hein, c'est pas ce que je vous conseille de faire en tout début, mais voilà, c'est pour vous montrer que ça existe. J'ai pas mis l'immeuble parce que en fait, ma recommandation c'est de pas commencer par un immeuble. Il vaut mieux bien faire un premier bien de manière simple. Donc simple, c'est quelque chose qui a pas besoin de diviser, quelque chose qui a que un lot. Même la petite maison, finalement, ça représente un petit peu plus un risque parce qu'on va avoir la responsabilité de la toiture. S'il y a une cour, on va avoir la responsabilité de la cour. Donc, mon conseil, c'est quand même de commencer plutôt par un petit appartement ou éventuellement, pour les plus frileux, un parking, un garage. Euh, voilà, après c'est à moduler en fonction parce que effectivement si vous trouvez une bonne affaire et que c'est une petite maison, moi c'est ce que j'ai acheté par exemple, c'est mon premier bien que j'ai acheté, c'était une petite maison. Et d'ailleurs j'ai eu un tout petit problème avec la toiture, fallait que je fasse un démoussage, il y a eu une toute petite fuite. Bah vous voyez en fait, bon, ça m'a causé un peu de soucis. Et c'est vrai que si on débute, bah on préfère ne pas avoir ce genre de soucis, on se fait moins de sueur froide, on part plus du bon pied. Donc, mais en tout cas voilà, moi j'ai commencé par une petite maison parce que c'était une bonne opportunité quand même. Mais je recommande quand même les petits appartements ou éventuellement les parkings. Bien que les parkings, alors moi je connais pas du tout, mais selon moi c'est vrai que moi les parkings, je suis pas, j'en ai jamais fait, je suis pas fan. C'est à mon avis c'est différent à faire financer. Il y a pas le alors c'est vrai, on peut, en général, si un locataire paye pas, c'est plus facile de le mettre à la porte. Mais pour moi, c'est pas vraiment, on peut pas vraiment jouer avec le crédit de la même manière. On peut peut-être pas faire de différé parce qu'il y a des travaux. On peut pas faire des pauses dans le crédit. Donc il y a toute une ingénierie financière qui va pas trop s'appliquer, je pense, au parking ou au garage. Information quand même à vérifier puisque moi j'en ai jamais fait. Mais si vous voulez vraiment vous lancer dans l'investissement immobilier, et que vous êtes vraiment jeune et que vous commencez, ma recommandation c'est le petit appartement, idéalement T2, moins de 50 mètres carrés. Là, vous êtes sûr de trouver quelqu'un. Vous n'allez pas non plus tomber sur des étudiants qui ont des petits budgets, donc parfois pour les studios, donc parfois qui vont être ric-rac pour payer. Voilà, le petit appartement, c'est le mieux selon moi pour commencer. Mais ne vous fermez aucune porte. Peut-être la porte de l'immeuble, fermez-la, fermez-la peut-être pour le moment. Mais voilà, ça c'est les trois choses principales par lesquelles vous pouvez commencer. Ensuite, et là on va attaquer dans l'ordre, on va attaquer le dur, on va dire. Donc c'est le fait d'aller sur le terrain. Donc là, enfin, on se déplace. Enfin, on a fini la phase d'apprentissage, la phase de préparation, la phase de prospection, et on va commencer à aller sur le terrain et rentrer dans le concret. Donc le premier point que j'ai envie de te proposer, c'est de poncer la ville au maximum, tous les quartiers, etc. De sorte à ce que tu connaisses au mieux la ville dans laquelle tu vas investir, et ce qui va te permettre d'être beaucoup plus réactif quand tu vas tomber sur une annonce en fait qui va apparaître directement sur le Bon Coin, de te dire ah ben le quartier je situe tout de suite, donc je peux me positionner rapidement. Donc pour ça c'est très très simple, et en revanche c'est simple mais ça demande du temps et de l'énergie. Ça va être de se balader dans la ville, en fait, tout simplement, d'essayer de l'arpenter un peu en long, en large, en travers, de prendre des petites rues, des petits recoins, d'essayer de voir un peu comment la ville est découpée, est-ce que la zone étudiante elle est différente du centre-ville, est-ce qu'il y a un centre-ville qui est plutôt commerçant ou un centre-ville un peu, on va dire, où il y a plus de bars, ou c'est un centre-ville un peu dormant. Parfois il y a des centres-villes où il y a que des maisons plutôt bourgeoises, c'est des centres-villes un peu bourgeois. Euh, donc le but, ça va être de comprendre un peu comment est découpée la ville. Souvent voilà, c'est à 99%, c'est souvent les villes sont découpées de la même manière, hein, les centres-villes, etc. Mais toi, tu vas essayer de comprendre un petit peu plus dans la subtilité comment c'est fait. Est-ce que les zones étudiantes sont un petit peu à l'écart, etc.
Ce que je te propose aussi, c'est de parler au commerce. Donc voilà, si tu te déplaces dans la ville, pour commencer à juste connaître les noms de villes, te familiariser, les noms de rues, te familiariser avec la ville, bah, tu peux par exemple au moment du déjeuner, quand tu vas acheter ton sandwich, commencer à parler à la boulangère ou au boulanger, de lui dire mais qu'est-ce que vous pensez de ce quartier? Qu'est-ce que vous pensez de la ville? Est-ce que vous trouvez que ça bouge? Est-ce qu'il y a une activité? Essayer de recueillir des informations tout en restant assez prudent sur les réponses qu'on va avoir parce qu'il faut jamais non plus se fier à ce que quelqu'un va dire. Mais c'est vrai que voilà, le but c'est de recouper les informations et d'essayer d'avoir le maximum d'informations possible. Euh, Moi, une autre chose que j'ai faite aussi, c'est d'aller sur le site de la ville, tout simplement sur Internet ou sur la page Facebook. Je sais que les plus jeunes d'entre vous, en général, Facebook, c'est plutôt un réseau social qui commence à dépérir, mais on trouve des pépites en fait sur ces sites-là, tout simplement parce qu'on va avoir un peu les plans d'investissement de la ville, les plans de travaux, un peu les projections du futur. On va avoir on va avoir des chiffres aussi. On va pouvoir même sonder un peu, savoir comment la ville se porte en fonction des commentaires qui sont mis en dessous des posts. Donc c'est une mine d'informations assez importante et que je vous conseille d'utiliser. Et puis après, voilà, dans les grandes lignes, des recherches Wikipédia ou des chiffres sur ChatGPT, tout simplement. On peut dire, je souhaite investir, on va reprendre la ville de Nantes, je souhaite investir à Nantes. Quelle est la part d'étudiants dans cette ville? Quelle est la part de chômeurs? Quel est le secteur qui recrute le plus? En fait, on peut moduler à l'infini pour avoir le plus de data possible et essayer de s'imprégner de tout ça et après de commencer une fois qu'on va avoir des annonces sous les yeux, de commencer tout de suite à réfléchir. On va se dire, ah mais tiens, cette rue, je la connais, je l'ai faite. Il y a telle université et je sais que dans cette ville, l'université ça marche beaucoup, il y a beaucoup d'étudiants parce que cette fac de médecine elle est très réputée et là en fait on construit un raisonnement et c'est là qu'on devient professionnel en fait. On investit, on n'investit pas à l'aveugle et on sait ce qu'on fait. La deuxième étape, c'est de faire des appels. Maintenant qu'on a fait la ville au maximum, c'est de faire des appels une fois qu'on va voir une annonce qui nous plaît, hein. En fait, on peut coupler les deux. On peut commencer à aller dans la ville, se balader et, et on peut aussi, en même temps qu'on va avoir, par exemple, on va voir un bien sur internet qui peut être intéressant, on peut se déplacer et une fois qu'on se déplace pour faire une visite, bah, peut-être déjà qu'on peut faire plusieurs visites, mais peut-être aussi qu'on peut se dire, bah, quitte à être sur place, bah, maintenant je fais pendant 1 heure, je marche dans toute la zone ouest, par exemple, dans tout l'ouest de la ville. Comme ça va permettre de maximiser son temps. Donc, appel et rencontrer des agents immobiliers sur place. Donc, quand vous allez voir une annonce sur Internet et que c'est un bien qui correspond à vos critères, qui vous paraît intéressant, donc vous allez appeler, et vous allez essayer de voir si, en fonction des réponses que vous allez, enfin des questions que vous allez poser à l'agent immobilier ou à la personne qui vend son bien, si ça correspond vraiment à ce que vous vouliez, et si ça correspond, vous allez vous déplacer. Donc tout ça, on pourra le voir en détail, hein, quelles questions poser, etc. Mais en tout cas, au niveau de l'appel, vous allez déjà essayer de comprendre en gros quelles sont les motivations de la vente et rapidement un peu les charges et ce que ça vous coûterait en mensualité et ce que ça vous rapporterait en loyer. Donc pareil pour les loyers, je vous montrerai comment on peut estimer les loyers d'une ville. Là, on essaye un peu de comprendre en gros comment on peut faire. Et puis surtout, une fois qu'on se déplace, on en profite, on rencontre les agents immobiliers sur place. Donc forcément, on se montre, on essaye de se montrer régulièrement, on essaye pourquoi pas d'inviter les gens à prendre des cafés. Et puis tout ça permet deux choses en fait. Ça permet de réseauter dans un premier temps, et dans un deuxième temps, nous on s'immerge un peu dans ce monde. On a l'impression, on montre à son cerveau voilà, on se construit un peu un écosystème avec des agences qu'on situe, limites des personnes dans les agences qu'on situe. Donc ça va être très important. Je vais pas développer parce que de toute façon, ça pourrait pareil prendre des heures à développer, mais vous avez compris un peu le principe toujours une fois qu'on appelle, d'essayer de comprendre un peu au maximum si c'est intéressant d'y aller, et puis une fois qu'on est sur place, de maximiser et puis de faire des visites et puis de sympathiser avec les agents immobiliers. Si c'est des particuliers, ben on essaye de comprendre au maximum, de récolter des informations sur la ville, sur le bien, tout ça pour se faire un peu son expérience de l'immobilier, du bien immobilier, de la ville, etc. Donc un peu en parallèle, hein, c'est un peu dans le même thème, hein, c'est faire des visites. J'ai mis ne pas hésiter à offrir un café, c'est pareil, hein, voilà,
Une fois après une visite, on peut offrir un café à l'agent immobilier pour essayer de réseauter et puis on parle un peu, on reste toujours un peu flou parce qu'on veut pas non plus se faire démoraliser si on est jeune. Peut-être que l'agent immobilier va dire mais les rendements que vous cherchez n'existeront pas là, ou il va peut-être vous orienter dans un sens que vous voudrez pas. Mais en tout cas, vous commencez à réseauter et puis comme ça vous savez aussi à chaque fois qu'il y a une agence qui tombe, si c'est l'agence par exemple La Forêt de Nantes, vous savez que si vous avez Mathieu au téléphone et vous avez pris un café avec, et ben vous savez que si vous revoyez une annonce de La Forêt d'un bien qui vous intéresse, et ben vous pouvez appeler et demander directement Mathieu, par exemple. Donc voilà, vous faites un peu votre écosystème. Donc voilà, les visites c'est très important parce que c'est un peu le point suivant. Ça va permettre donc de réseauter, mais aussi d'apprendre à connaître un peu à, à repérer en fait ce qu'il y a de bien ou pas dans un bien immobilier, à reconnaître les surfaces. Vous allez voir qu'avec l'habitude, vous allez rentrer dans une pièce et vous allez voir qu'à l'œil, vous allez pouvoir un peu donner une fourchette de la taille de la pièce, même donner une fourchette totale de l'appartement, de la taille de l'appartement. Commencer à comprendre un peu l'état du bien, les travaux qui auraient effectués. Vous allez voir s'il y a un parquet, si c'est du vrai parquet en chêne, s'il faut juste le lazurer ou s'il faut le recouvrir avec du parquet flottant. Vous allez voir si une salle de bain elle est plutôt vieillotte et il faut la changer. Vous allez voir si les peintures sont à refaire. Vous allez vous familiariser un peu avec tout ce monde-là et puis de toute façon le but c'est, comme je vous le disais, c'est d'apprendre en même temps qu'on fait. Donc forcément quand vous allez être sur le terrain et que vous avez peut-être qu'au début la première visite vous allez dire mais je sais pas du tout si ce bien là il est en bon état ou combien ça coûterait, c'est pas grave, vous rentrez chez vous et puis vous avez pris des photos, vous avez pris des notes, rien ne vous empêche après de taper sur internet ou sur ChatGPT, de montrer des photos et de dire voilà ce bien là, la pièce elle fait 30 mètres carrés, combien ça coûterait juste de la repeindre ou de changer le parquet. Et vous construisez un peu une base de données qui vous sera très utile et qui au fil du temps vous aidera énormément. Et donc après avoir allé sur le terrain, on peut enfin se lancer pour de bon. Donc c'est presque là on va dire c'est un ordre que je donne, mais c'est la partie aussi qui pourrait être énormément développée. En fait, chaque point pourrait être développé énormément. On pourrait prendre 1, 2, 3 heures de vidéo tellement c'est dense. Mais on va dire que c'est un peu le plan de route qui aurait une fois que on a fait un peu toutes les étapes préliminaires dont j'ai parlé avant. Donc les étapes pour les donner dans l'ordre, ça va être après forcément de faire une offre. Donc comme je vous le disais, il y a une manière de faire une offre, il y a une façon de le dire, une façon d'écrire l'offre qu'il faut faire quand on investit dans l'immobilier. Il y a faire des devis, il y a monter le dossier bancaire, donc dans lequel on mettra les devis qu'on a fait. On peut mettre aussi plein d'autres documents dont je parlerai dans d'autres vidéos. Ensuite, il va falloir trouver un notaire. Faire un compromis, signer ce compromis, décider quelle enveloppe fiscale on va utiliser pour acheter le bien, faire le tour des banques, donc déjà sa propre banque et puis après voir d'autres banques pour présenter le dossier qu'on a soigneusement préparé. Et puis enfin après, une fois qu'on a le bien, là ça va être de le rénover, de gérer la rénovation. Donc j'ai mis facultatif parce qu'effectivement il y a des biens soit on délègue la rénovation complètement, donc il y a carrément un maître d'œuvre qui gère la rénovation, soit il y a très peu à faire, il y a juste de la peinture et dans ce cas-là on le repeint nous-mêmes, on fait repeindre, mais en général il n'y a pas trop de gestion d'artisans à faire. Et puis on peut le mettre en location directement, le mettre en gestion aussi pour voir comment ça fonctionne. On peut le mettre en location soi-même pour apprendre à le faire, puis après le mettre en gestion en agence pour essayer de se dégager un maximum de temps. Et puis enfin de recommencer une fois qu'on a bien la maîtrise de tout ça, sachant que le plus important, même si tous ces points-là sont techniques, donc la mise en location, les travaux, etc. Quand on est jeune, le plus important, ça va être ce que j'ai dit là. Donc ça va être vraiment déjà forcément d'avoir un métier, des revenus récurrents, un CDI, préparer le terrain, savoir la ville. Et une fois qu'on a ça, là après, le reste, c'est de la technique pure, on va dire. Mais on a fait déjà les 3/4 du boulot. Ça, c'est plus l'ordre chronologique des choses qu'il faut bien faire. Il y a avec une bonne technique. Mais voilà, une fois qu'on est à ce point-là, on est vraiment lancé. Et puis j'aimerais quand même conclure sur un point, en fait, c'est l'importance de la stratégie à adopter. Parce que tout ce que je viens de dire, c'est bien beau, mais malgré tout, il y a des choses à faire en fait différemment en fonction de son profil, de son appétence et de plein d'autres paramètres, parce que je voudrais pas paraître trop universel et trop orienter trop mes conseils dans un sens, parce que selon moi il y a quand même 10 000 façons de faire.
même s'il y a un socle commun, parfois des situations vont nécessiter de faire différemment et d'avoir une stratégie différente. Donc voilà, je vous mets quand même en garde sur le fait qu'il faut essayer d'avoir une approche quand même globale de ce qu'on fait en fonction de sa situation. Donc ça peut être par exemple parce qu'on a un salaire, on a un très gros salaire, et à ce moment-là, investir dans l'immobilier, même quand on est jeune, eh ben on va forcément le faire différemment. Si on a un gros salaire, peut-être qu'on travaille plus, donc on va déléguer des choses qu'on n'aurait pas fait si on avait un salaire moindre. On va aller peut-être sur des amplitudes d'achat qui sont plus grandes. On va peut-être, après j'ai mis l'ambition, la zone, la méthodologie. C'est vrai que si on est si on a une ambition directement qui est très grande, c'est plus intelligent de faire, je dis une bêtise, mais peut-être d'acheter moins, d'être moins agressif, on va dire, dans le mode de location, et peut-être de rajouter, je sais pas, d'avoir des biens juste à l'équilibre, mais pas avoir de cash flow, quitte à démultiplier. Si on sait qu'on veut aller très loin, directement essayer d'avoir une approche où on a un partenariat à long terme avec toutes les personnes qui font partie de l'écosystème, l'agent immobilier, etc. Euh, donc il y a quand même on va dire, il y a une partie technique, il y a un socle commun de toute façon qui est inévitable, quel que soit le secteur dans lequel on est, la ville dans laquelle on est, etc. Mais il y a une partie, après il y a une partie, on va dire, technique, où là il faut vraiment de la connaissance pure, on va dire. Et enfin, il y a vraiment une partie stratégique qui n'est pas à négliger, et on va dire, qui est plus propre à chacun, et à laquelle il faudra forcément passer un moment ou un autre, et en fait, pour laquelle il est difficile de donner des conseils généraux. Voilà, c'est pour ça que je l'ai bien précisé, et voilà, je ne voudrais pas donner trop de conseils universels, dans le sens où la stratégie est très 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 important, quel que soit ce qu'on décide de faire dans sa vie. Donc voilà, et puis les deux derniers points, c'est j'ai mis gâcher sa jeunesse. Bon, ça c'est un peu on dérive un peu du sujet, mais si tu te poses la question après tout ça, oui, mais c'est très bien, mais est-ce que je gâche pas ma jeunesse? C'est bien, je commence tôt, je termine plus tôt, tout est bien, on gagne de l'argent, la vie est belle. Mais est-ce que finalement je gâche pas ma jeunesse? Est-ce que finalement à cet âge-là, c'est pas mieux de profiter, de sortir, etc. Ma réponse elle est oui, mais déjà c'est pas parce que ça c'est un peu une croyance, c'est que c'est pas parce qu'on investit qu'on n'a plus de vie. En fait, il faut simplement savoir s'organiser et gérer son temps. Alors forcément, il y a une phase de décollage dans laquelle il faut être un peu plus concentré, il faut ingurgiter l'information, il faut passer à l'action. Mais après, on peut très bien trouver un rythme de croisière où on investit une ou deux fois par an, même plus pour ceux qui sont motivés. Et puis finalement, on peut avoir une vie tout à fait normale, hein, dans le sens où on peut continuer de sortir, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Peut-être, allez, on va dire la première année, forcément, on va devoir renoncer à certaines choses. Mais voilà, en fait, et puis moi aussi, souvent, j'aimerais quand même dire que quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, donc avant que je commence l'investissement immobilier à 24 ans, souvent, je faisais des choses un peu par défaut, parce que j'avais rien d'autre à faire. Donc je sortais, c'était bien, mais je me disais, bon, bah en fait, je sors aussi parce que j'ai rien d'autre. Donc, euh, donc voilà, gâcher sa jeunesse, je pense qu'on peut sortir moins, on peut faire les choses différemment, et on n'est pas obligé de se tuer à la tâche, et on peut quand même accomplir des choses importantes dans l'immobilier. Donc voilà, c'était le point que je voulais aborder ici. Et puis bon, ça j'en ai parlé un tout petit peu avant, mais ne pas se focaliser forcément sur le cash flow, sur l'argent tout de suite qu'on peut avoir. Le cash flow, en fait, c'est l'argent qui va nous rester après qu'on ait payé toutes les charges et ses mensualités. On peut se dire, bah moi je sais que l'immobilier, il y en a qui en Airbnb, ou en faisant des travaux eux-mêmes, ou je sais pas, en achetant vraiment des biens très 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 dégradés, ou en négociant très 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 fortement, j'ai des gros cash flow, et donc du coup si je gagne 300 euros de cash flow par bien, et que j'achète 10 biens, bah j'aurai 3000 euros et la vie sera belle, je serai rentier. Moi je te dis, en fait, plus le cash flow sera grand, plus le risque sera grand et l'énergie déployée sera grande. Alors c'est pas proportionnel, il y a des gens qui arrivent à faire des trucs pas trop risqués en gagnant beaucoup, il y a des gens qui prennent des risques, finalement ils ont très peu de cash flow. Euh, mais c'est simplement quand même, voilà, évite de te focaliser sur le cash flow immédiat. Vaut mieux peut-être parfois faire les choses très bien et pas trop avoir de cash flow, et en même temps pas se mettre
pas se mettre trop dans le mal en termes d'intensité de travail, quitte à optimiser après. Moi, je veux dire, je me suis toujours dit depuis le début, je préfère acheter des biens que je loue, par exemple, en nu ou en meublé. Et puis, vraiment, si vraiment je veux un petit peu plus de cash flow parce que voilà, je veux arrêter de travailler pendant un certain temps, ou je veux m'acheter quelque chose en particulier, ou justement, je veux avoir plus d'apport pour plus de biens, et ben à ce moment-là, je peux passer sur un mode de location Airbnb, par exemple, et puis gagner un petit peu plus d'argent sur le court terme, quitte à l'échanger contre un petit peu plus de temps et de prise de tête. Mais au tout début, il vaut mieux pas se focaliser sur ça, il vaut mieux acheter beaucoup, quitte à pas dégager beaucoup de cash flow, et après moduler plutôt que l'inverse, et ne pas pouvoir revenir en arrière. Voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses, que c'était assez clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, et puis je te dis à très bientôt. Salut!